Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Mohamed Fadilou Touré, introuvable, élève en classe de seconde au lycée Birago Diop. L'adolescent s'est rendu hier à la plage avec ses camarades. Malgré les gros moyens déployés par la brigade des sapeurs-pompiers, toujours pas de traces du disparu. Jubanti, une plateforme visant à recueillir les opinions sur le fonctionnement de la justice, lancée ce jeudi. Un lancement en prélude à la journée du dialogue national prévue le 28 mai prochain. Visite du site d'Agaholpa par le ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, annonce les nouvelles orientations déclinées par le chef de l'État. Le ministre en charge de l'urbanisme est également revenu sur le programme 100 000 logements, un programme qui selon lui a connu des blocages dont les raisons ont été identifiées. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Chérif Ndiaye atterrit dans la tanière. L'attaquant semble avoir séduit le coach de l'équipe nationale, Aliou Cissé, publie dès ce vendredi la liste comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à toutes et à tous. Malgré les efforts déployés aujourd'hui, Mohamed Fadilou Touré ne sera pas retrouvé. Cet élève en classe de seconde au lycée Birago Diop s'est rendu hier à la plage vers midi en compagnie de 4 de ses camarades, mais il est malheureusement resté en mer. Sa famille et ses camarades de classe étaient présents aujourd'hui à la plage sur la corniche derrière le Radisson. Finalement, les sapeurs-pompiers ont arrêté les recherches en fin de journée. Un compte rendu signé Abdoulaye Diop. À 10h, 4 nageurs des sapeurs-pompiers sont déjà à l'œuvre pour retrouver Mohamed Fadel Touré, disparu hier à la plage d'Imetson, derrière le Radisson. Des renforts s'apprêtent à leur venir en aide, tandis qu'ils affrontent la violence des vagues qui s'abattent contre eux. Mais ce matin, il est impossible de retrouver le jeune élève de la classe de seconde du lycée Birago Diop. Selon les secours, la marée est haute et les conditions climatiques sont défavorables. Fadel est venu ici hier vers midi, après le cours d'histoire-géographie. Son professeur, qui l'avait entre 8h et 10h, est dépassé par les événements. Fadel était accompagné de 4 de ses camarades. Tous sont revenus, sauf lui. Dans l'attente du dénouement de cette situation, la tristesse s'est lue sur le regard mélancolique de ses camarades de classe, de ses professeurs et de sa famille. Un proche de sa famille était aussi sur place, l'ancien ministre Souad Farba Senghor. Tous ont reçu l'ordre du proviseur de l'école de ne pas parler Dans l'après-midi, les sapeurs-pompiers renforcent leur dispositif avec d'autres nageurs équipés de bouteilles d'oxygène. Dans des conditions difficiles et face à la déferlante des vagues, ils parcourent un périmètre mais n'y parviennent pas. Finalement, ils ont arrêté leurs recherches pour employer d'autres stratégies. Selon les témoignages, il n'y avait pas de maître nageur au moment du drame. Ils racontent aussi qu'il y avait une affiche interdisant la baignade sur cette plage, mais elle n'est plus là. Pendant que les sapeurs-pompiers étaient au large à la recherche du corps de Fadel Touré, plusieurs enfants continuaient à nager de l'autre côté de la plage, comme si de rien ne s'était passé. Et puis sachez que le corps sans vie de Mama Diagne a finalement été retrouvé sur les rives du fleuve Saloum à Kaolack ce matin. Ce garçon habitant le quartier Boustan avait disparu depuis plus d'une semaine. Il était âgé d'une dizaine d'années. En prélude à la journée du dialogue national le 28 mai prochain, où il s'agira d'aborder les réformes sur la justice, les autorités ont lancé ce matin la plateforme Jubanti. Elle vise cette plateforme à recueillir toutes les opinions sur la justice, son fonctionnement et ses orientations. La cérémonie de présentation s'est tenue ce matin et c'était en présence de nos reporters Alassane Ba et Alioune Diagne. À travers la plateforme Jubanti, les autorités pensent pouvoir recueillir les opinions des Sénégalais sur la justice et les réformes à apporter, et ce, avant la journée du 28 mai, jour de démarrage des concertations nationales. Sur la plateforme, on a plusieurs options.
en plus de l'option de remplir et d'envoyer ce fichier, on a le numéro vert qui est accessible à toute personne, même si vous n'avez pas la faculté ou bien cette possibilité de pouvoir manipuler l'outil numérique, vous avez la possibilité avec votre téléphone de composer le numéro et d'appeler. Derrière, il y aura une équipe qui se chargera de recueillir vos impressions, votre expérience en termes de confrontation avec la justice, d'exercice avec la justice, mais aussi vos suggestions. En tout cas, sur la plateforme, il y a plusieurs options. Et comme on dit, cette plateforme est une plateforme qui va continuer, qui ne va pas juste se limiter à l'activité de la journée du dialogue le 28. Dans le souci de matérialiser sa vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, le chef de l'État a jugé opportun de procéder à des réformes profondes visant à réconcilier la justice avec le peuple. C'est pourquoi les autorités feront le nécessaire pour que chaque Sénégalais puisse disposer de toutes les informations concernant l'outil. On va exploiter tout ce qui est support de communication pour permettre à ce citoyen-là de pouvoir accéder à la plateforme et de faire parvenir son opinion, son avis. La plateforme Djoubanti est perfectible. Toutes les suggestions seront prises en compte. À la une de l'actualité politico-judiciaire, le placement aujourd'hui sous mandat de dépôt de l'activiste Bah Diakhaté et de l'imam Cheikh Tidiane Ndao, mais de l'avis de Modou Diagne Fada, ils doivent être libérés. Le chef de file du LDR, Yessal, estime que le nouveau régime n'a pas besoin de commencer sa gouvernance avec des emprisonnements ou détentions. Diagne Fada pense qu'ils sont attendus sur d'autres sujets plus importants. Une déclaration faite à l'occasion de la rentrée de l'Académie libérale organisée par la Fondation Friedrich Naumann. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Dissa Prera et Nabidjan. Il faut libérer Bah Diakhaté. Le nouveau pouvoir n'a pas besoin de détenus politiques à l'heure actuelle. Je crois que c'est très très tôt. La liberté d'opinion, la liberté d'expression doit être garantie. Et je crois que Bah Diakhaté est un acteur politique qui a choisi son camp, qui a émis des opinions, qui ne mérite pas la prison. En tout cas, moi, je souhaite qu'il soit élargi le plus rapidement possible, parce qu'encore une fois, il ne faut pas commencer par des tensions qui peuvent nous mener assez loin, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement doit se concentrer sur ses promesses électorales, la réduction des prix des denrées de première nécessité, donc le coût de la vie en général, et ensuite travailler à trouver du travail aux jeunes. Je crois que ce sont des chantiers énormes qui doivent mériter toute leur attention, et dans ces chantiers-là, bien entendu, tous les Sénégalais les encouragent à s'y lancer pour que très rapidement qu'on puisse... Dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles orientations en matière d'urbanisme déclinées par le président Bassirou Diomaye Faye, le ministre de l'Urbanisme a effectué une visite sur le site de Daga-Kholp. Moussa Balla Fofana est revenu par ailleurs sur le projet des 100 000 logements et les difficultés identifiées comme des facteurs bloquants de ce programme. L'autorité compte apporter des rectificatifs, réunir l'ensemble des promoteurs autour d'une seule plateforme et rendre effectif l'accès à la propriété. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime avec Ndeye Matidjan. Nous avons eu vraiment des séances de discussion très constructives. Je pense qu'aujourd'hui, les populations ont été rassurées. Les maires ont compris aujourd'hui que leurs préoccupations seront prises en compte. Ici, au niveau des services techniques, qu'il y ait plus de synergie dans ce que nous faisons, pour que nous puissions savoir que quand on urbanise, on va urbaniser d'une certaine manière, selon certains principes, en respectant certains cadres, certains éléments d'architecture et certains principes d'aménagement des territoires. Et tout cela pour produire véritablement un cadre de vie qui répond à l'urbanité à la sénégalaise. Notre rôle aujourd'hui, et on va y travailler, et bientôt on va sortir ce programme-là qui prend en compte la préoccupation de l'accès à la propriété. Parce que quand on dit 100 000 logements, ça reste très vague comme appellation. Mais nous, là où on va aller, c'est vraiment un programme d'accès à la propriété, où l'ensemble des acteurs vont se réunir autour d'une seule plateforme, où on va donner l'information et toutes les mesures qui vont permettre aux Sénégalais de pouvoir être propriétaires dans les conditions les plus transparentes et dans les conditions les plus avantageuses. Que ce soit sur l'identification des fonciers, les types de promoteurs
qui vont être habilités à travailler sur ce programme-là, quels sont les avantages qu'offre l'État, au final le logement il va coûter combien, on va même aller jusqu'à définir les caractéristiques techniques pour que les Sénégalais qui achètent puissent savoir dès le début c'est quoi le produit qu'on va me livrer. Et on va aussi travailler avec l'ensemble des banques qui aujourd'hui veulent accompagner ce programme-là et on va leur demander aussi de faire un effort du point de vue de l'offre de financement en termes d'amortissement, en termes de mise de fonds, en termes de taux d'intérêt. Toutes ces choses-là vont être adressées, discutées. Et nous restons dans le domaine du foncier pour parler cette fois-ci d'un conflit qui sévit à Tivaouane Peulh, à la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague. Un promoteur privé brandit des papiers et réclame un hectare sur les 7 du foncier de l'archidiocèse de Dakar. L'administrateur de la quasi-paroisse annonce une plainte et invite les fidèles à un sit-in ce dimanche pour déplorer cette situation. Compte rendu avec Aminata Ba et Ousmane Baldé. Les touristes sont présents à la quasi-paroisse L'Enfant Jésus de Prague de Tivaouane Peulh. Quelques mètres du lieu de culte se trouve l'espace qui fait polémique depuis plusieurs mois. Chez nous, il y a un litige avec un promoteur immobilier. Et cette année, ça s'est vraiment accentué. Il réclame 1 hectare dans notre parcelle. Et évidemment, il brandit des papiers. Quand tu l'interpelles, 2 semaines après, elle revient. Et je ne sais pas pourquoi. L'église avait déjà fixé des croix sur ces parcelles. C'était pour barrer la route à ce qu'il qualifie de prédateurs fonciers. L'église se lève souvent très tôt. L'église aussi a ses papiers. Et qui datent de très longtemps. Ça fait plus de 20 ans que l'église a ses papiers. C'est 7 hectares. C'est 7 hectares. C'est la partie nord. Nous avons implanté des croix pour signifier effectivement que c'est le domaine de l'église. Les responsables de cette quasi-paroisse disent avoir soumis ce problème à toutes les autorités locales, mais sans succès. Ils comptent traduire le promoteur devant les juridictions. Mais on ne va pas laisser les choses passer comme ça. Pas encore, mais c'est en route. Toutes les autorités ont été saisies. Il n'y a pas une seule autorité qui n'a pas été saisie. Mais avant cela, ces fidèles catholiques ont décidé d'organiser un sitting ce dimanche pour se faire entendre davantage. Ce sitting, c'est pour pouvoir dénoncer ces situations-là qui est là. C'est une forme d'agression. Ce qui nous appartient, nous avons le devoir de défendre ce qui nous appartient. L'abbé Omer Sek annonce également la construction d'autres infrastructures sur leur terrain pour le compte des fidèles. Au quartier Bop, le redéploiement de plus de 180 élèves d'une école à une autre inquiète leurs parents. L'école Imam Abdou Ndiaye n'offrirait plus les conditions requises pour y dispenser des enseignements, d'après la direction, qui ajoute qu'elle doit être démolie pour la construction d'un nouveau lycée. Des arguments qui apparemment n'ont pas convaincu les parents. Le reportage est signé Yaïkoum Ndiaye. Les autorités municipales de Dakar ont procédé aujourd'hui à la démolition de l'école élémentaire Imam Abdou Ndiaye 1, une situation qui provoque l'incompréhension et la colère des parents d'élèves. C'est inconcevable, c'est inadmissible de penser véritablement à démolir une école. C'est inconcevable pour un acteur de l'éducation. Donc nous nous exprimons notre désaccord le plus total et nous voulons attirer l'attention des plus hautes autorités afin qu'elles interviennent à ce niveau-là. C'est vrai qu'ils doivent commencer à le faire depuis hier, le déménagement, parce que vous savez, ils l'ont fait, mais sans notre accord, sans notre approbation. Parce que nous estimons que les élèves, on pouvait au moins les laisser dans le cadre naturel. Aussi bien les élèves que les enseignants, afin qu'ils puissent terminer dans le scolaire. Ils ne restent même pas 1 mois et demi. Pourquoi s'empresser? Préoccupés par la scolarité des enfants, les parents sont presque sans voix devant le timing de cette opération, à moins de 2 mois seulement de la fermeture des classes. Ma grande surprise, les engagements qui ont été pris hier, parce que me disait-il hier qu'ils allaient tout faire pour pouvoir démarrer les travaux au niveau de l'avant-cours, de façon à pouvoir permettre aux élèves de pouvoir regagner les classes tranquillement et de pouvoir boucler la boucle. Comme ça permettrait vraiment progressivement de pouvoir démarrer les travaux, sans pour autant perturber la quiétude des élèves. Mais nous sommes en tout cas mus par les intérêts des enfants. C'est ça qui nous préoccupe quotidiennement. Les autorités municipales ont beau rassurer que les élèves seront recalés dans des écoles voisinage, mais les parents restent sceptiques et doutent que les 180 pensionnaires aient pu être casés. On va également dire que c'est une école qui comporte un cours normal, c'est-à-dire en 2 termes 12 classes. Voilà. Mais pour l'instant, je pense qu'il n'y a que 6 classes qui fonctionnent, dont une maternelle. Voilà. Le reste maintenant, c'est des salles qui ne sont pas du tout fonctionnelles.
d'après ce que j'ai vu, il me semble que pour ce qui concerne Imam 3, les salles peut-être sont acceptables peut-être pour accueillir les élèves. Mais pour ce qui concerne Imam Abdoulaye 2, vraiment l'État et les salles sont dans un état extrêmement défectueux. Le projet final est d'ériger un lycée sur le site de cette ancienne école primaire. Les parents n'avaient qu'un seul souhait, que l'année en cours soit préservée pour leurs enfants. Et nous restons avec cette affaire. Réponse du directeur de l'éducation et de l'aide à l'insertion de la ville de Dakar. Eh bien, il s'inscrit en faux contre les accusations des parents d'élèves de l'école Abdou Ndiaye 1. Pape Konaré Djaïté précise que la municipalité a décidé de construire un lycée de plus de 1,3 milliard sur ce site avec avec l'accord plutôt des autorités éducatives. Il ajoute même que c'est l'IEF de Grand Dakar qui a proposé la délocalisation des salles de classe à l'école voisine. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est important à retenir, c'est que pour la première fois de l'histoire du Sénégal, une collectivité locale construit un lycée. Et ça sera sur fonds propres de la ville pour un montant de 1,3 milliard. Nous avons voulu aussi que ça soit fait dans l'inclusion. C'est pour cette raison que nous avions créé un cadre d'échange et d'information qui avait réuni l'inspection d'académie de Dakar, l'IF de Grand Dakar, le maire de Grand Dakar, l'administration de l'école qui doit abriter le site, l'association des parents d'élèves et l'entraîneur. L'objectif de ce cadre, c'était de trouver une solution par rapport à la situation des élèves qui doivent aller en vacances dans 2 semaines. Nous voulions par la même occasion démarrer incessamment les travaux parce que l'hivernage approche et cette zone est une zone où la nappe n'est pas profonde. Donc c'est pour cette raison que nous avions décidé d'un commun accord de déménager les cours dans l'école voisine qui a assez de classes qui étaient fermées. Et c'était une décision d'ailleurs qui avait été proposée à la base par l'inspectrice d'éducation et de formation de Grand Dakar. La ville de Dakar a démarré par une rénovation globale des collèges et lycées dans le département de Dakar et la construction de collèges et lycées dans des zones qui n'en ont pas. Allez, de l'éducation, nous passons à la pêche. Les contrats de pêche au Sénégal ne sont pas une mauvaise chose en soi. Ils sont renouvelés tous les 5 ans. Déclaration d'Ismaïla Ndiaye, inspecteur de la pêche. Une révélation faite lors de la remise d'attestation à des pêcheurs sur la surveillance participative en mer. Une formation de 3 jours qui a permis à ces pêcheurs de Ouakam et Yoff de bénéficier d'une plus haute protection en mer. Le compte rendu est signé Fatou Bintou Conté. Au Sénégal sont renouvelés tous les 5 ans. D'ailleurs, celui avec l'Union européenne tire à sa fin. D'après cet inspecteur de la pêche qui estime que ces contrats sont une bonne chose, seulement il va falloir revoir la destination finale des financements. L'accord est renouvelé. C'est un accord quinquennal qui dure 5 ans. Donc après les 5 ans, l'accord est évalué. Une fois évalué, il y a des nouvelles discussions qui sont ouvertes et de nouvelles dispositions sont toujours prises. Donc d'ici juin, c'est la fin de l'accord de pêche avec l'Union européenne et c'est le moment de revisiter et d'évaluer pour aller vers de nouveaux contrats. Pour dire dans l'ensemble, les 5 ans, c'est bien passé. Parce qu'on parle beaucoup on a beaucoup pillé nos ressources. En réalité, quand vous regardez la convention, le protocole, ça portait sur 45 navires de pêche. En moyenne, il n'y a que moins de 20 navires qui ont pêché durant ces 5 ans. C'est dans ce cadre de la protection des espèces que ces acteurs de la pêche ont formé des pêcheurs de Ouakam, de Yoff sur la surveillance participative en mer. Dans le code de la pêche de 2015, on avait institué la cogestion, qui est des organes de gestion locale, et pour responsabiliser les acteurs à la base pour une gestion durable des ressources. Et à partir de là, il y avait des outils qui ont été mis en place. Et parmi ces outils, on peut citer la co-surveillance. C'est responsabiliser les acteurs pour qu'eux-mêmes, qu'ils puissent veiller, qu'ils puissent suivre, qu'ils puissent contrôler
les bonnes pratiques de pêche. Nous savons que la mer est très vaste. Seul l'État, seuls les agents de l'État ne peuvent pas faire ce travail-là. Donc il était nécessaire d'impliquer, de responsabiliser les acteurs pour qu'eux aussi, à leur niveau, qu'ils puissent veiller à la sauvegarde et aux bonnes pratiques de pêche. Ces pêcheurs bénéficient désormais aussi de la même protection que les agents de l'État travaillant en haute mer. Un arrêté dans ce sens a été divulgué. Parce qu'on allait de manière volontaire. Il n'y avait pas un encadrement juridique. Et c'était une demande et il n'y avait pas une protection. Parce qu'en fait, les acteurs allaient en mer avec bénévolat, sans couverture juridique et sociale, ce qui faisait que c'était un peu difficile de leur côté. Et aujourd'hui, on a mis en place un arrêté qui fixe les modalités et les conditions de surveillance participative dans lesquelles le pêcheur surveillant ou bien l'acteur surveillant est bien encadré et bien protégé. Une vieille doléance des pêcheurs qui vient à son heure pour leur sécurité en mer. Accident de pêcheurs en mer, Cap Skirring a payé un lourd tribut depuis le début de cette année. Au total, 6 pêcheurs qui ont péri en mer après 3 accidents de pirogue. Parmi les causes de ces pertes chez les pêcheurs, on note le non-respect des mesures sécuritaires édictées. C'est justement pour freiner la saignée que la direction de la protection et de la surveillance des pêches a organisé à Cap Skirring un atelier de renforcement des capacités des acteurs locaux de la pêche artisanale. Lamine Ba et Lamine Mondian signent le compte-rendu. Dans la période allant de janvier à avril 2024, ce sont 6 pêcheurs qui ont péri dans les accidents en mer à Cap Skirring. Après examen des causes à l'origine de ces décès en mer, le non-respect des mesures sécuritaires édictées est pointé du doigt. Ces derniers temps, on a eu des accidents quand même qui se sont répétés successivement. C'est manque de port de gilet, c'est ça. Et les mesures de prévention, les pêcheurs ne portent pas les ports de gilet, les gilets. On a eu 6 morts. 6 morts, on a eu 6 morts cette année-ci. 3 accidents pour 6 morts. C'est beaucoup, pour nous c'est beaucoup. Parce que quand il y a une seule perte humaine, c'est beaucoup pour nous. Normalement, on devait avoir 0 perte. Si les gens mettaient leur gilet et mettaient leurs mesures de sécurité, il n'y aurait pas ces problèmes-là. C'est pour lutter contre la recrudescence de ces accidents à l'origine de nombreux morts que la direction de la protection et de la surveillance des pêches a décidé de renforcer les capacités des pêcheurs sur les mesures de précaution sécuritaire. On fait des séances de sensibilisation de manière régulière pour les acteurs de la pêche, toujours aussi pour sensibiliser dans le cadre de la sécurité des pêcheurs artisans, parce qu'il y a beaucoup d'accidents en mer. Donc certains accidents sont liés à des négligences, le non-port du gilet de sauvetage, mise à disposition des GPS pour leur permettre de voir leur position et autres. Donc c'est ça. Nous sommes venus dans ce cadre pour renforcer la capacité des acteurs de la pêche. C'est un échange, donc vu leur expérience, notre expérience, c'est un débat. Donc on essaie de mettre les problèmes sur la table et ensemble trouver des solutions. Une initiative jugée pertinente par les représentants des organisations de pêcheurs. Parce que c'est bir métier su fekkente ni gis nga ku ñew di la dimbali pour nga gëna am moyen kooku war nga ci. Nous nous félicitons véritablement de cette initiative parce que ce sont des directives que nous avons apprises et qui n'étaient pas à notre portée. Aujourd'hui, avec la direction de la protection et de la surveillance des pêches, nous avons franchi un pas de géant dans la prise en charge des précautions sécuritaires en mer. Et je suis d'avis que ça aura un impact positif dans la lutte contre les accidents en mer. dëgg la accident day am mais lu bari lay ñëwee mais c'est que nag ki xamul géej gi ak kenn ku ne ak ni ngay xalaate rek mais bu fekkee ki ka xam la am na noo koy waxee da koy xam. Cap Skirring, avec sa forte effervescence économique du fait de l'activité halieutique, n'est pas à l'abri des drames enregistrés en mer. Les autorités, aidées en cela par Senrem, le projet de gestion des ressources naturelles, a décidé d'agir dans la sensibilisation pour atténuer le phénomène.
Dans la région de Thiès, à quelques jours de la Tabaski, les éleveurs et vendeurs de moutons de Seokhai, Toubatoul sonnent l'alerte sur les vols de bétail au niveau des foirailles. Ils se sont retrouvés, ces éleveurs, à Thiénaba pour des concertations et ils exigent des autorités le renforcement de la sécurité, mais aussi et surtout l'accessibilité de l'aliment de bétail. Le point, c'est avec Cheikh Anta Diop et Seïla Tir. Du département de Thiès, venus principalement de Thiénaba, Ndiayène Sirakh, Khombol et Toubatoul, se sont retrouvés en conclave à la mairie de Thiénaba pour peaufiner des stratégies en vue d'une réussite totale de la Tabaski 2024. Nous discutons aussi pour les problèmes de Tabaski au niveau de Seokhai, parce que c'est une marche sous-régionale qui reçoit beaucoup de monde. Ils ont profité de la rencontre pour exiger à ce que l'aliment de bétail soit accessible aux ayants droit, c'est-à-dire les éleveurs. Mais nous souhaitons quand même que l'État établisse des papiers très clairs qui indiquent l'aliment c'est pour qui. Parce que parfois nous avons des difficultés avec certains gens qui voulaient venir accaparer l'alimentation. Ils ont aussi soulevé la question sécuritaire au niveau des foirailles. Et les forces de sécurité et de défense, c'est notre cri de cœur chaque année pour qu'ils renforcent leur effectif au niveau des foirailles. Le préfet de Thiès s'engage à prendre toutes les dispositions sécuritaires nécessaires. Pour les points de vente normalisés, nous ferons en sorte que toutes les dispositions soient prises à ce niveau. L'approvisionnement en eau, la fourniture d'électricité, mais également la sécurisation des lieux. Pour la Tabaski 2024, la région de Thiès a besoin de 200 000 têtes. Et nous parlons consommation avec les producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal qui ont passé en revue les maux qui gangrènent leur secteur. Sur 46 unités de décortiquage du riz dans la vallée, eh bien 26 ne sont pas fonctionnelles à cause du manque de riz paddy. Ces producteurs veulent aménager dans cette partie nord du pays 100 000 hectares en terre et souhaitent pour cela le soutien de l'État et des investisseurs. Ousseynou Diop et Habib Sek pour les détails. Les producteurs de la vallée du fleuve Sénégal ont tenu cette rencontre à Thiagar pour discuter et trouver des solutions pour atteindre l'autosuffisance en riz. Pour les producteurs et le fondateur de l'agro-industrie Koumandor Thiam de Thiagar, il reste beaucoup à faire pour développer le secteur agricole. Il y a plus de 46 industries. Nous avons plus de 46 industries dans la zone, mais les 26 ne fonctionnent plus correctement parce que nous n'avons plus de produits. C'est-à-dire que la production est insuffisante. Donc il faut augmenter les aménagements pour atteindre 100 000 hectares de riz. Atteindre au moins 100 000 hectares de riz. Pour les producteurs, il reste beaucoup de défis à relever pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les partenaires ont surtout mis sur la table plusieurs stratégies avec de nouvelles variétés. Nous travaillons actuellement avec le Delta sur un plan d'action avec l'installation des parcelles de démonstration, mais aussi de faire la promotion des variétés d'ISRI. l'ISRI 7 et l'ISRI 10. Des organisations de producteurs comme Koumandor Thiam qui jouent aussi un rôle extrêmement important dans le financement des producteurs de la localité. La vallée du fleuve Sénégal a plus de périmètre agricole comparé aux autres régions. Pour le représentant de l'État, cette partie nord du pays doit être revalorisée. La vallée du fleuve Sénégal, parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de périmètres emblavés. Donc quand on règle ce problème, je pense que la souveraineté alimentaire dont on parle sera vraiment effective. Les banquiers, investisseurs et producteurs ont tous participé à cette rencontre. Plusieurs recommandations ont été faites pour développer la production du riz dans la vallée du fleuve. Vers la signature d'une convention de partenariat entre l'association des élus locaux et le 3 Cap Santé, un partenariat pour impliquer les élus dans le financement de la santé de la mère et de l'enfant. Dans un atelier prévu le 6 et 7 juin à Thiès, les modalités de ce partenariat seront définies. Une rencontre s'est tenue dans ce cadre. Je vous propose de suivre tout de suite le président de l'Union des élus locaux ainsi que le président de 3 Cap Santé. Ils nous en disent plus au micro d'Aminata Mbaresso et de Modi Diop. La présence ici aujourd'hui, c'est de travailler avec la main dans la main, de travailler sur une convention entre 3 Cap Santé et l'Union des associations des élus locaux dans le cadre de la santé maternelle et infantile. C'est un cachet extrêmement important pour nous, en tant que collectivité territoriale, de pouvoir compter par être avec l'ensemble des organisations de la société civile pour que nous, ensemble, que nous puissions vraiment répondre aux préoccupations de nos populations, surtout dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Nous avons également pensé
que dans ce travail que nous sommes en train de faire, les collectivités territoriales ont un rôle prépondérant à jouer. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité d'aller vers les collectivités territoriales pour que le partenariat soit formel. Parce qu'il y a un partenariat de fait, mais il faut le formaliser, le renforcer, le consolider pour arriver à des résultats probants. Ça va être un appui multiple et multiforme, que ça peut être des appuis financiers, surtout financiers, parce que les collectivités territoriales doivent augmenter les ressources qu'elles affectent à la santé. Il y en a qui affectent des ressources, mais nous pensons qu'elles peuvent mieux faire en affectant encore plus de ressources dans la santé de la mère. Allez, de la santé, nous passons à l'économie avec cette première réunion semestrielle du groupe consultatif régional du Conseil de stabilité financière. Elle a été présidée, cette réunion, par le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Jean-Claude Cassibrou, évoque un contexte marqué par une orientation favorable de l'activité économique. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Habib Faye. Ces pays ont décidé de s'unir au plan monétaire à travers une monnaie commune, une banque centrale unique, une autorité de supervision bancaire supranationale, ainsi qu'une autorité des marchés financiers et un fonds régional de garantie des dépôts et de résolution. Le groupe consultatif régional pour l'Afrique subsaharienne est l'un des 6 groupes consultatifs régionaux mis en place par le Conseil de stabilité financière pour renforcer la mise en œuvre de ces missions à l'échelle mondiale. Nonobstant ces signaux positifs, les vulnérabilités économiques et financières au niveau mondial demeurent d'actualité. Pour les pays de l'Afrique subsaharienne, ces évolutions mondiales ont des implications significatives. Dynamiser la croissance des économies, réduire les pressions inflationnistes et préserver la viabilité extérieure ainsi que la résilience du secteur financier de notre Union. Pour faire face aux fortes tensions sur les prix, la Banque centrale a entamé un resserrement de sa politique monétaire depuis juin 2022. Elle a également initié des actions pour renforcer la résilience du secteur bancaire. Allez, le sport à présent avec le sélectionneur national Aliou Cissé, connu pour être un adepte de la continuité. Les observateurs annoncent qu'un seul bleu a été admis dans la tanière dont la composition sera disponible ce vendredi à 10h et il s'agit de l'attaquant Chérif Ndiaye. Cheikh Sadibou Diarra nous en dit plus sur son profil et c'est dans ce reportage. Pas ou peu de nouvelles têtes. C'est à quoi il faut s'attendre dans la liste que va publier ce vendredi le sélectionneur national Aliou Cissé. Seul l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie, Chérif Ndiaye, est annoncé par les observateurs. S'attendre à voir les cadres qui avaient l'habitude quand même d'être dans sa liste, comme on est en fin de championnat, surtout peut-être avec l'arrivée de nouveaux, mais moi personnellement je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de nouveaux, compte tenu qu'on annonce déjà que Boulaye Dia ne fera pas partie de cette liste vu la situation compliquée qui le lie actuellement avec son club relégué en série B. Il est probable qu'Amara n'y figure pas, on attend de voir, mais je ne pense pas parce qu'il n'y a pas un joueur qui sort du lot. Même si on a des talents quand même qui sont un peu partout éparpillés dans le monde, de jeunes joueurs talentueux, mais Aliou Cissé d'habitude, dans ces compétitions de ce genre, très important surtout. Il faudrait plutôt s'attendre à de la continuité, sauf 1 à 2 nouveaux joueurs, notamment le Chérif Ndiaye, qui peut-être un local, peut-être pour une fois, comme le gardien, il peut appeler Cheikh Londoy, pourquoi pas. Cette fenêtre des éliminatoires du Mondial 2026, une occasion pour Michael Ngor Faye, remplaçant à pied levé d'Ismaël Jacobs, de confirmer ses débuts réussis en équipe nationale. Il est bien placé pour être confirmé par Aliou Cissé à ce poste parce que bon, tout roule pour lui actuellement, aussi bien en club, en sélection il est venu, on attendait beaucoup de lui et il a confirmé. Donc Aliou Cissé devrait peut-être le confirmer, ne serait-ce que pour sa confiance, ne serait-ce que pour son intégration parce qu'il est venu, c'était un bleu et il a montré sa capacité à pouvoir entrer dans le moule et c'est une bonne chose. Ça donne une palette beaucoup plus large à Aliou Cissé et ça permet aux joueurs de grandir un peu en termes d'expérience en sélection. Pour les 3e et 4e journées de la poule B, les Lions, leaders, reçoivent le 6 juin prochain la République démocratique du Congo avant un déplacement à Nouakchott le 9 juin pour défier la Mauritanie.
Merci cher Saïdi Boudjara, merci à vous d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé, mais restez avec nous, l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite, deuxième partie de Soir d'Info, j'ai reçois Sangane Senghor, coordonnateur de l'Observatoire régional de la RADDHO à Dakar. À tout de suite.